Bienvenue à cette troisième séance du cours Histoire et théorie de l'anthropologie. Je souhaiterais parler aujourd'hui de l'anthropologie britannique et en particulier de Bronislaw Malinowski et d'Alfred Radcliffe Brown. Voici un court film sur YouTube qui retrace quelques éléments de la vie de Malinowski. La langue utilisée est l'anglais, mais les images sont intéressantes pour elles-mêmes. Imagine yourself suddenly set down, surrounded by all your gear, alone on a tropical beach close to a native village, while the launch which has brought you sails away out of sight. Imagine further that you are a beginner, without previous experience, with nothing to guide you, and no one to help you. For the white man is absent. This exactly describes my first initiation into fieldwork. Those words were written by a young Polish academic called Bronislaw Malinowski at the beginning of his famous account of native life in the Western Pacific. No one had probed so deeply into the lives of so-called savages. No one spoke with such authority. He was brilliant, dazzling, egotistical, controversial, and at the height of his powers. A generation of students were about to be drawn to his lectures from all over the world to learn his methods and hear his theories. It's important to realize just how revolutionary a step it was for anthropologists to actually go and visit the cultures they were interested in, rather than just staying at home, sitting in an armchair, rearranging other people's facts. Now they could go out during the day, witness ceremonies, find interpreters to interview the natives, and come home in the evening and write up their notes whilst things were still fresh in their minds. Anthropology had, if you liked, moved from the armchair out onto the veranda. It was from a veranda like this, on the island of Mailu, off the south coast of New Guinea, that Bronislaw Malinowski did some of his early field research. It was the beginning of a life's work that was to make him one of the world's most important anthropologists. But he soon realized that he wasn't getting a full picture of native life from a perspective like this. In fact, he wasn't taking part in their daily lives, and he realized that to do this, he had to come down off the veranda and actually go and live with the natives themselves. Bronislaw Malinowski est né à Cracovie en Pologne le 7 avril 1884 et il est mort le 16 mai 1942 à New Haven aux États-Unis. Ses parents étaient Lucien et Józefa Malinowski. Sa famille était aisée et très cultivée et intéressée à la recherche. Il obtint un doctorat en physique et en mathématiques à l'université de Cracovie en 1908. En 1913, il est assistant à la London School of Economics, où il obtient un doctorat en sciences en 1916. Il fonde le fonctionnalisme en anthropologie sociale. Pour lui, toutes les composantes d'une société interagissent afin de former un système équilibré. Quelques références bibliographiques. La plupart de ses ouvrages sont accessibles en version française. Ses publications se basent sur ses enquêtes de terrain au Pacifique et en Mélanésie
Il a publié ainsi La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives, Les Argonautes du Pacifique occidental, La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, Mœurs et coutumes des Mélanésiens, ou encore Les dynamiques de l'évolution culturelle. Son journal d'ethnographe a été publié après sa mort par sa veuve. La perspective qu'Inogo-Malinowski et que recouvrira ce que l'on appellera plus tard le fonctionnalisme résulte d'une part de la disparition de tout intérêt pour la reconstruction historique des sociétés passées selon une évolution linéaire et de l'autre de l'urgence de l'investigation du présent à partir de la prise en considération de la singularité et de la spécificité de chaque culture étudiée. Autrement dit, nous assistons désormais à une intériorisation du temps. Au lieu d'une différence vue sur un fond d'évolution historique, c'est maintenant l'histoire, sous la forme de modèle, qui est intériorisée dans la culture ou dans la structure de la société étudiée. À l'inverse du concept d'évolution et des théories évolutionnistes du XIXe siècle, qui transformaient les différents en primitifs, en mots avancés, le concept de culture du XXe siècle transforme la différence en relativité. Chaque culture porte en elle sa vérité, pourrait-on dire. Ce faisant, Malinowski affirme pleinement un nouvel idéal scientifique, emprunté au modèle standard alors en vigueur dans les sciences dites exactes, à savoir l'image d'un savant bien formé qui pénètre dans une société homogène, préservée de toute influence extérieure, pour en devenir l'interprète autorisé. Le nouvel objectif de l'anthropologie est, je cite, de percer à jour la véritable mentalité indigène et de brosser un tableau authentique de l'existence tribale. Fin de citation d'un écrit de Malinowski de 1963. Avec Malinowski, c'est à un véritable bouleversement de l'arrière-plan philosophique de l'anthropologie que l'on assiste. Désormais prédomine une vision relativiste des cultures et des sociétés. Je cite, « Toutes les cultures sont égales mais diverses, et toutes les diversités sont égales. » Fin de citation. Telle pourrait être résumée la devise de Malinowski et de ses disciples. À l'origine de ce changement de perspective sur le sauvage, bien sûr entre guillemets, un nouveau regard porté sur l'individu en tant qu'objet d'étude et sur les sociétés non occidentales en général. Contre la vision déterministe de l'évolutionnisme qui représente l'indigène comme un être rivé à ses traditions et qui soutient plus généralement une conception mécaniste du progrès, Malinowski pose en effet l'autonomie et la spécificité de chaque culture comme une exigence primordiale de l'investigation anthropologique. Pour lui, l'homme est un être de raison, qui se détermine partout de façon aussi libre que logique. Il ne saurait dans ce sens exister de société composée d'individus pré-rationnels à côté d'autres où prédominerait la raison. Dans le même ordre d'idées, Malinowski montre qu'il ne peut y avoir de peuple enfant, entre guillemets bien sûr, comme on a pris l'habitude de le penser au XIXe siècle à propos des sociétés primitives. Cet apport humaniste de Malinowski, en rupture par rapport aux écoles qui le précédaient, n'était pas un accident de l'histoire ou le fait d'un seul penseur, si tant est que cela puisse être.
Il s'inscrivait dans le courant intellectuel et scientifique de l'époque. En effet, Freud et la psychanalyse se sont déjà élevés contre l'idée d'un individu guidé par la seule raison. La théorie psychanalytique a mis en évidence l'épaisseur psychique et historique de l'humain et du coup a eu raison de la vision ethnocentrique de l'homme occidental comme être plus rationnel que les autres. Par ailleurs, Malinowski trouve une partie de son inspiration théorique du côté de l'école sociologique française. L'œuvre de Durkheim lui fait découvrir un élément fondamental qui sera à l'origine de sa révolution scientifique, l'importance du contexte sociologique dans l'explication des faits sociaux. Au lieu d'expliquer la société comme on le faisait auparavant, à partir de la seule histoire ou de l'influence d'autres cultures, il s'agit désormais de trouver l'explication dans la société elle-même, autrement dit, dans sa cohérence structurelle et fonctionnelle. D'où la double perspective dans laquelle s'inscrit la pensée de Malinowski. D'une part, tenter une explication globale de l'humain et de sa culture à travers l'ensemble de leurs dimensions, et de l'autre, être attentif aux singularités et particularités de chaque culture, quitte à chercher plus tard des lois plus générales et universelles. Pour saisir l'importance et la fécondité des idées de Malinowski, qui peuvent aujourd'hui apparaître comme évidentes, parce qu'entièrement intégrées à la démarche anthropologique, il nous faut nous pencher à la fois sur son apport méthodologique et sur sa contribution théorique. Malinowski a fait son premier terrain en 1915 à 1918. Il étudie les habitants des îles Trobriand de la Nouvelle-Guinée dans le Pacifique. Il utilise une approche holistique afin d'étudier les interactions sociales des peuples autochtones. L'échange coula annuel et dès la Première Guerre mondiale, il reste donc pendant toute la durée de la guerre en Nouvelle-Guinée. Il vit avec les habitants des îles Trobriand et devient un célèbre anthropologue qui publie ses travaux sous le titre Argonauts of the Western Pacific en 1922. Sur le plan de la méthode, Malinowski révolutionne la recherche en accordant une place primordiale à l'enquête sur le terrain. La nouveauté de son point de vue ne réside pas tant dans la nécessité d'aller sur le terrain, ce qui était largement admis à l'époque, que dans celle de combiner désormais l'enquête directe avec la réflexion théorique et d'ériger l'expérience personnelle en une norme de la profession. Cette nouvelle combinaison consistait pour Malinowski à démarquer le nouvel anthropologue professionnel des diverses catégories d'observateurs qui l'avaient précédé et qui ne disposaient pas toujours, selon lui, des meilleures hypothèses de travail, ni de l'attitude neutre nécessaire à l'homme de science. Participer à la vie du village devenait la condition même de la connaissance anthropologique. La méthode de l'observation-participation mise au point par Malinowski ne vise donc pas seulement la présence sur une longue durée de l'ethnologue sur le terrain, elle implique également des procédures d'enquête spécifiques qui ont une influence déterminante sur la réflexion théorique. La nécessité d'une investigation totale de la réalité doit en effet aboutir à une synthèse de la culture par le chercheur de telle manière que sa propre expérience de l'expérience de l'indigène devienne aussi l'expérience du lecteur.
Les techniques narratives mises en place par Malinowski dans les Argonautes du Pacifique occidental. Il recourt entre autres au temps présent, à la mise en scène de la participation de l'auteur à la vie indigène et à la voix active dans le récit. Toutes ces techniques narratives ont contribué à réaliser ce pacte avec le lecteur, savant ou profane, qui constitue depuis lors une des dimensions fondamentales du texte ethnographique. Avec Malinowski prédomine désormais chez l'anthropologue le souci de convaincre son lecteur que les informations ethnographiques qu'il lui fournit sont le résultat d'une recherche objective et non le produit d'une subjectivité. Le nouvel idéal méthodologique se réalise en quelque sorte dans la double compétence qui caractérise désormais l'anthropologue, celle du JIT et du je peux en parler. Dans le paradigme inauguré par Malinowski, l'argument de se référer à soi-même devient un des piliers de l'autorité de la nouvelle anthropologie. Son épistémologie contemplative, qui met nettement en avant le visuel et fait de l'observation participante la norme, débouche sur une méthode qui amalgame l'expérience personnelle et l'étude méthodique de la réalité et transforme la théorie en une sorte d'enregistrement instrumental du réel. La clôture de l'objet que Malinowski articule étroitement avec l'exigence du travail sur le terrain est à l'origine de son deuxième principe méthodologique, l'analyse fonctionnelle, qui postule que l'explication des faits anthropologiques tient non seulement dans la contribution de chacun des éléments au tout culturel, mais aussi dans la manière dont ceux-ci s'agencent les uns par rapport aux autres dans le système, autrement dit, dans les différentes fonctions qu'ils remplissent dans ce système. Nous allons encore voir le système cérémoniel de la Kula en montrant les relations avec les autres activités du groupe. Malinowski a également travaillé sur la magie ou le travail. Il met en évidence les phénomènes les plus significatifs de la réalité sociale, ces phénomènes que Masemos qualifiera un peu plus tard les faits sociaux totaux. Sur le plan théorique, l'apport de Malinowski est plus controversé. Une distinction est en effet à établir entre le Malinowski homme de terrain, qui produit des monographies éclairantes sur le fonctionnement des sociétés primitives, et le Malinowski qui s'occupe explicitement dans plusieurs de ses essais de théorie. C'est dans le premier type de production que nous rencontrons les contributions théoriques les plus intéressantes, comme celle du principe de réciprocité en tant que règle d'or de toute vie sociale. Ce principe de réciprocité, Malinowski le découvre à tous les niveaux de la réalité sociale. L'économie, la parenté, la magie, la loi. Mais c'est surtout dans le domaine de l'économie primitive qu'il illustre et approfondit l'analyse de ce principe. Malinowski réfute tous les préjugés alors en cours sur la société primitive, soit son caractère pré-économique avec l'image du primitif paresseux, insouciant et auquel la nature pourvoit en tout, donc le bon sauvage, soit son caractère d'économie de survivance, où les individus sont guidés par des raisons utilitaires et sont esclaves de leurs besoins. Malinowski suggère au contraire
la complexité de cette économie dans laquelle il constate l'existence de structures élaborées pour organiser la production, l'échange et la consommation des biens, comme dans les économies des sociétés historiques ou modernes. Ensuite, il souligne l'importance du principe de réciprocité qu'il a d'abord observé au niveau des relations matrimoniales dans le domaine des relations économiques. Pour Malinowski, qu'il s'agisse de biens ou de partenaires pour le mariage, on donne pour recevoir. Cette perspective annonce les développements ultérieurs que Lévi-Strauss a effectués de la notion de réciprocité dont il a fait une règle au fondement de tous les modes de communication sociale. Enfin, les analyses pénétrantes de Malinowski montrent que la motivation purement économique est absente chez les peuples, entre guillemets, sauvages. À l'inverse de ce qui se passe dans les sociétés industrielles où elle joue un rôle déterminant. Dans les sociétés primitives, la motivation économique ne se distingue pas des motivations d'ordre social comme le prestige, la distinction, l'alliance ou le pouvoir. L'économique n'y constitue pas une sphère indépendante des autres aspects de la vie sociale, culturelle, religieuse et technique. Malinowski est ainsi à l'origine de l'anthropologie économique. Répondez s'il vous plaît aux questions suivantes en revenant si nécessaire au cours. Ces questions vous permettront de vérifier si vous avez bien compris le cours comme il a été présenté jusqu'à là. Ne cliquez s'il vous plaît pas tout de suite sur le bouton solution, mais essayez de vérifier si vous avez bien compris. Qu'est-ce que le fonctionnalisme ? La société est considérée comme un organisme. Les parties travaillent ensemble afin de maintenir le système. L'accent est mis sur l'équilibre du système. L'objectif est de maintenir la stabilité et l'ordre de la société. Quelle est la différence avec l'évolutionnisme ? L'histoire et le changement n'intéressent pas les fonctionnalistes. Quelles sont les idées principales de Malinowski ? Il veut documenter le vécu quotidien des peuples et conçoit une méthode pour faire l'enquête de terrain de manière scientifique. Qu'est-ce qu'une ethnographie ? Vivre longtemps avec le groupe, en parler la langue, obtenir le point de vue de l'insider, obtenir les informations par le groupe lui-même. Quelles sont les règles d'un travail ethnographique ? Assurer la connaissance ethnologique à partir de l'intérieur du groupe, se séparer du monde à l'extérieur du groupe, reconstruire le fonctionnement du groupe sur la base de l'observation participante. Quelles sont les méthodes que Malinowski a pratiquées ? L'observation participante directe de l'ethnographe sans passer par les enquêteurs, l'analyse fonctionnelle du système social. Quels sont les terrains de Malinowski ? La Mélanésie, la Nouvelle-Guinée ainsi que les îles Trobriand. Quelle est sa contribution à l'anthropologie ? Sa contribution principale est la précision du déroulement d'une enquête de terrain de la part de l'ethnographe. Je voudrais parler du fonctionnalisme biopsychologique de Malinowski. La contribution de Malinowski à la réflexion théorique ne se résume pas seulement à cet apport qui a profondément marqué la pensée anthropologique. Malinowski fut également par moments un piètre théoricien, pour reprendre la formule de Claude Lévi-Strauss. C'est ce que illustre par exemple la définition qu'il a tentée de la culture en tant que, je cite, réponse organisée de la société aux besoins fondamentaux ou culturels. Fin de citation. Une définition qui repose sur un présupposé utilitariste et organiciste des besoins et des fonctions, en posant le principe que tout élément culturel tire son existence du fait qu'il répond à un besoin,
Malinowski affirme l'unité de la forme et de la fonction. Selon lui, la production d'un objet ainsi que la forme qu'il prend sont toujours déterminées par son emploi, à savoir la satisfaction d'un besoin biologique premier ou d'un besoin culturel dérivé. De la sorte, il fait apparaître la fonction comme une notion intermédiaire entre le biologique et le social. En effet, pour Malinowski, la culture répond à une adaptation nécessaire de l'homme aux conditions que lui impose à la fois sa propre nature et son environnement. Cette adaptation s'accomplit par la satisfaction d'une double catégorie de besoins. Biologiques ou élémentaires d'une part, donc des besoins sexuels, des besoins alimentaires, etc., sociologiques ou secondaires de l'autre, c'est-à-dire les dérivés des premiers, besoins d'autorité, besoins d'intégration. Pour compléter son raisonnement, Malinowski assigne aux différentes institutions sociales la fonction ou le rôle strict de satisfaire ces besoins fondamentaux. Par exemple, l'institution du rite remplira la fonction d'intégration sociale pour les participants, celle de la magie, avec ses sanctions supposées, la fonction du contrôle social. La culture apparaît ainsi comme un assemblage d'institutions dont le fonctionnement correspond toujours à la satisfaction d'un besoin. Dès lors, chaque objet matériel, chaque activité sociale, chaque trait culturel doit être interrogé par rapport à la contribution qu'il apporte à l'ensemble culturel. Le raisonnement de Malinowski ne manque pas de circularité. En effet, son explication fonctionnelle est l'explication causale non pas de l'antécédent, comment le besoin est né, quelle est sa véritable nature, mais seulement de la conséquence. L'institution existe parce qu'elle remplit une fonction. Par exemple, la religion existe parce qu'elle remplit la fonction de croyance. Cette approche étroitement fonctionnelle n'explique rien, sinon le fait que la satisfaction des besoins fondamentaux est effectivement une nécessité universelle pour toute forme de vie, et pas seulement de la vie sociale. Ces besoins fondamentaux, qui sont probablement pas tous les mêmes, ne peuvent dès lors jamais expliquer les différences que l'on constate entre les institutions socioculturelles des différentes sociétés. Ainsi, par exemple, affirmer que les formes du mariage répondent à un besoin sexuel ou à un besoin de reproduction biologique correspond tout de plus à un constat banal sur la condition humaine, mais n'explique pas pourquoi certaines sociétés pratiquent telle forme plutôt que telle autre, la polyandrie plutôt que la polygamie plutôt que la monogamie. Le raisonnement de Malinowski est de surcroît entièrement théologique, orienté vers un but, puisqu'il pourvoit chaque institution et plus généralement la culture, ensemble des institutions particulières, d'une intentionnalité sociologique. Celle-ci se penserait entre elles en termes d'équilibre et d'harmonie. Or, comme l'affirme Lévi-Strauss, je cite, « Dire qu'une société fonctionne est un truisme, mais dire que tout dans une société fonctionne est une absurdité. » Fin de citation. Il est en effet fréquent dans une culture qu'une institution ne remplisse aucune fonction ou au contraire en remplisse plusieurs à la fois. Enfin, la vision de la société comme une structure harmonieuse où chaque élément remplit une fonction précise et où par conséquent les notions d'équilibre et d'ajustement sont primordiales
est à l'origine de l'incapacité pour le fonctionnalisme d'envisager le changement social au niveau des sociétés dites primitives et de l'idée que ces sociétés sont des sociétés sans histoire. Chez les fonctionnalistes, l'analyse d'une institution comme le rituel, par exemple, est toujours effectuée en termes de stabilité et de maintien du système social. Les institutions sont essentiellement expliquées par leur raison d'être dans le tout social et par leur valeur de survie pour celui-ci. Dès lors, ce sont des critères comme l'ajustement fonctionnel ou son contraire, la dysfonction, qui doivent rendre compte de la valeur rationnelle ou irrationnelle d'une institution donnée. C'est dans cet esprit que les cultes du cargo mélanésien ont été analysés. Parce qu'ils ne semblaient pas réaliser l'équilibre antérieur, ces mouvements ont été considérés comme dysfonctionnels, donc comme irrationnels. Les fonctionnalistes ne les ont pas saisis dans leur dimension dynamique de changement social. Ils ont évoqué l'idée d'harmonie et d'équilibre organique dans les sociétés primitives. Et c'est ainsi que eux, les fonctionnalistes, ne croient pas à la capacité de changement provenant de l'intérieur de ces sociétés. Ce changement ne peut provenir que de l'extérieur. La conséquence d'une telle position fut la légitimation de l'indirect rule de la colonisation anglaise et du rôle des puissances coloniales à travers les notions de contact de culture, d'acculturation et de changement orienté. Les anthropologues britanniques furent dans ce sens les auxiliaires de l'administration coloniale, dans la mesure où ils prétendaient constituer, à partir de ces notions, une anthropologie appliquée au service de cette administration qui avait le souci d'adapter quelque peu à la modernité les sociétés qu'elle contrôlait. Je voulais maintenant parler des études des îles Trobriand de Malinowski. Quelques caractéristiques de sa méthode. Il vit comme un autochtone auprès des autochtones. Il les observe tous les jours au travail et au jeu. Il parle avec eux dans leur langue. Il obtient des informations à partir de l'observation participante. Donc, les informations sont prises auprès des autochtones. Voici une carte de la région et des circulations qui sont liées à la Kula. La Kula est un système d'échange dans ces îles qui se base sur le politique, qui forme des alliances, qui se base sur le prestige. C'est un commerce économique qui contribue à l'intégration de la société. L'objectif du travail ethnographique est de traiter la totalité de ce phénomène et de ne pas analyser un seul aspect de ce phénomène. L'ethnologue introduit donc des règles et de l'ordre dans ce qui semblait au premier abord chaotique et bizarre. Il transforme le sensationnel, le sauvage et le monde des sauvages, bien sûr, entre guillemets, dans un ensemble caractérisé par un ordre donné. Et les clés existent dans la société et ont pour but de réaliser les besoins des individus. Les habitants des îles Trobriand pratiquaient la pêche de subsistance et l'agriculture du manioc. C'était une société matrilinéaire. C'est la ligne de la mère qui est déterminante. L'héritage passe du frère de la mère au fils de la sœur
et le frère doit faire des dons de manioc à la famille de la sœur. Voici encore une carte où vous voyez au milieu les îles Trobriand. Quelles sont les caractéristiques basiques de la Kula? Il y a une séparation entre l'échange utilitaire, qui est appelé Gimbali, et les échanges cérémoniels Kula. Kula, ce sont donc des échanges de biens cérémoniels, des colliers et des bracelets. Les biens ne sont pas gardés de manière permanente, mais au plus 1 ou 2 années. Parmi ces biens Kula, il y a des biens célèbres qui rendent la personne prestigieuse. Les partenaires de la Kula sont les partenaires commerciaux pour la vie. Ils doivent garantir à l'autre l'hospitalité, l'aide, l'assistance. Les petits échanges Kula à l'intérieur d'un groupe d'îles précèdent normalement les expéditions majeures. Et en général, une expédition outre-mer est organisée par an. Voici un bateau Kula qui date des années 1993. Et il y a 2 types de cadeaux Kula qui ont une valeur symbolique. Il y a les colliers des coquilles qui sont vendus dans la direction nord en faisant un cercle dans la direction d'une montre. Et ensuite, le deuxième type, des bracelets de coquilles qui sont vendus dans la direction sud, en faisant un cercle contre la direction d'une montre. Là, vous avez les 2 types de cadeaux, Sulava et Mwali. Je passe aux contributions de Malinowski. La monographie de terrain comme science anthropologique normale, description et rhétorique du regard, pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, et malgré ces aspects critiquables du courant fonctionnaliste, la contribution aussi bien méthodologique que théorique de Malinowski fut déterminante pour la pensée anthropologique. Elle a dominé la production scientifique pendant plusieurs décennies. L'adéquation étroite que réalise le fonctionnalisme entre les procédures de recherche sur le terrain, donc observation participante et l'investigation totale, et les hypothèses théoriques qu'il avance sur la société, le système clos, l'isolat culturel, l'harmonie, l'équilibre. Ces 2 éléments ont imposé un nouveau style de travail et de production scientifique. On travaille en présence de l'objet d'étude. Ce travail devient non seulement un préalable à toute activité scientifique, mais le terrain transforme l'objet d'étude lui-même en un présent ethnographique qui est loin de toute épaisseur historique et de toute détermination extérieure. Et elle peut être analysée par un observateur extérieur neutre et bien formé. Cette double clôture de l'objet, à laquelle aboutit le fonctionnalisme, donnera lieu à l'élaboration d'un genre littéraire nouveau, la monographie, dont la visée est l'analyse intensive et synthétique de la vie ordinaire, enregistrée par l'anthropologue dans la langue indigène et durant un assez long séjour dans une société intacte. Se donnant comme une pure description de situations bien délimitées, temporellement et spatialement, la monographie doit représenter ce qu'est une société en tant qu'entité en soi. L'ordre standard qui caractérise le modèle du texte monographique traduit les unités dans lesquelles les cultures ont été primitivement décomposées, à savoir dans l'ordre, l'environnement physique, le système de subsistance, la parenté, le système politique, la religion et les formes symboliques. Dans la monographie, on passe ainsi progressivement de la périphérie
au centre d'une culture, du visuel au non-visuel, de l'objectif au subjectif, des conditions matérielles de la société aux expressions de sens de la culture. L'objet construit, qu'est la monographie, tire en définitive sa vraisemblance de sa conformité à une grille posée a priori. Une grille qui résulte elle-même d'une vision objectiviste de la réalité en profond accord avec la rhétorique du regard qui sous-tend la démarche mise au point par Malinowski. De la même façon, le terrain, une fois reconnu comme un préalable à toute recherche de type anthropologique, en vient rapidement à jouer un rôle emblématique dans l'anthropologie britannique. À la différence des premiers textes de Malinowski, dans lesquels l'auteur n'a de cesse de valider l'autorité de sa nouvelle méthode, en insistant particulièrement sur les conditions dans lesquelles ces observations ont été effectuées, les monographies standards qui se sont multipliées après lui se contentent le plus souvent d'une simple référence à la présence de l'anthropologue sur le terrain. La référence au terrain, que l'on a de plus en plus reléguée dans les notes de bas de page, suffit désormais à garantir la vraisemblance de la description ethnographique. La monographie standard, qui est devenue à partir de ce moment l'expression de ce que l'on peut appeler la science anthropologique normale, aboutit à occulter presque totalement les processus par lesquels on arrive au résultat final, à savoir les procédures de travail et l'investigation personnelle sur le terrain dont elle a pourtant fait la condition même de son existence. Les fonctionnalistes pensaient que de la disposition des différentes monographies produites sur les mêmes bases, devait surgir la comparaison et les généralisations de type théorique. Or, sur ce plan, les monographies restent bien décevantes. En général, elles constituent autant de constellations autonomes que les sociétés qu'elles décrivent. En outre, la standardisation des interrogations objectives des cultures dans la perspective fonctionnaliste est à l'origine de la production de monographies répétitives qui effacent les différences entre les sociétés au profit des similitudes. De la sorte, et assez paradoxalement, le fonctionnalisme élude le problème scientifique de l'explication des diversités dont il faisait pourtant sa raison d'être. Parmi les auteurs marquants issus du courant fonctionnaliste, on peut citer les noms suivants: Richards, Fortune, Mayer, Nadel, Beatty. Plus généralement, l'anthropologie britannique de terrain a produit d'autres anthropologues comme Edward Evans Pritchard, qui, bien qu'ayant suivi l'enseignement de Malinowski, a développé une anthropologie originale qui a réintroduit en partie l'histoire dans le cadre de la monographie. Quant à Alfred Radcliffe Brown, représentant du structural au fonctionnalisme, et sur la pensée duquel je m'arrêterai encore, sa figure fut éclipsée par celle de Malinowski, alors même qu'il fit du terrain à la même époque que son concurrent, et il fit la même exigence méthodologique primordiale, et il fut à certain égard un meilleur théoricien. En conclusion, nous pouvons dire qu'après la première étape fondamentale de l'évolutionnisme, le fonctionnalisme fut en quelque sorte le premier affermissement scientifique de l'anthropologie, l'autre mouvement ayant été le structuralisme de Claude Lévi-Strauss.
Voici encore quelques questions. Essayez d'y répondre et revenez si besoin au cours présenté par moi. Qu'est-ce que l'Acula? C'est un échange cérémonial des groupes vivants sur les îles Trobriand. Quelle forme connaît-elle? Échange de biens cérémoniels, soulava, collier, et moili, bracelet. Comment cet échange est-il pratiqué? Les petits échanges cula à l'intérieur d'un groupe d'îles précèdent les expéditions majeures, en général une expédition outre-mer par an. Quelles sont les contributions majeures de Malinowski à l'anthropologie britannique? Sa contribution principale est la précision du déroulement d'une enquête de terrain. De plus, il a considéré la culture comme un système social fonctionnant selon certaines règles. Décrivez la méthode de Malinowski. Vivre longtemps avec le groupe, en parler la langue, obtenir le point de vue de l'insider, obtenir les informations par le groupe lui-même. Quelle est la tâche de l'ethnographe? Comprendre la culture à partir d'un point de vue de l'intérieur du groupe. Continuer avec Radcliffe Brown, Alfred Reginald. Il est sans doute trop tôt pour tenter d'évaluer ce qui se verra de l'œuvre relativement dédaignée aux jeunes filles de Radcliffe Brown. Celui qui fut l'un des plus prestigieux chefs de file de l'école anthropologique britannique entre les deux guerres mondiales a subi de son vivant des critiques extrêmement sévères qui n'ont fait que s'amplifier depuis sa mort. Non seulement ses constructions théoriques ont été largement démantelées, mais sa pratique anthropologique même fut jugée avec la plus grande sévérité. Certains auteurs allèrent jusqu'à le traiter d'anthropologue en chambre, voire de salon. Quoi qu'il en soit, son œuvre exerça une influence considérable et il fut certainement un professeur et un directeur de recherche incomparable. Né le 17 janvier 1881 à Birmingham en Grande-Bretagne et mort le 24 octobre 1955, Alfred Reginald Radcliffe Brown fit ses études à Trinity College, Oxford et à Cambridge, où il eut pour professeur d'anthropologie Haddon et Rivers. En 1906, il part pour les îles Andaman, alors colonie britannique. Il y mène une enquête ethnographique de 2 ans, de 1906 à 1908, dont les résultats ne furent publiés qu'en 1922. En 1910, il étudie la parenté et l'organisation sociale des tribus d'Australie occidentale. En 1916, il est nommé directeur de l'éducation dans le royaume de Tonga, en Polynésie britannique. Il occupe la chaire d'anthropologie de Cape Town, dans l'Union sud-africaine, de 1921 à 1925 et organise ensuite le département d'anthropologie de l'Université de Sydney en Australie, où il enseigne de 1925 à 1931. Puis il est professeur à l'Université de Chicago de 1931 à 1937. Enfin, jusqu'en 1946, il occupe la chaire d'anthropologie sociale de l'Université d'Oxford et il est mort quelques années après à Londres. La carrière scientifique de Radcliffe Brown, commencée en 1906, le situe très vite dans le courant anti-évolutionniste et anti-historiciste qui avait pris naissance aux États-Unis et qu'il a contribué à renforcer. Cela l'amène à élaborer une nouvelle théorie en anthropologie sociale. Ses préoccupations étaient doubles. Il désirait réorienter cette discipline dans le domaine de l'élaboration théorique des instruments d'analyse des sociétés primitives, entre guillemets bien sûr, objet essentiel de l'anthropologie sociale,
et justifier d'une façon définitive l'enquête de terrain qui, selon lui, devait être le souci majeur de l'anthropologue et donc être enlevé aux non-spécialistes. Le nom de Radcliffe Brown est très souvent associé à celui de son contemporain Malinowski, qui était un incomparable chercheur de terrain, sinon un théoricien de valeur. À l'inverse, Radcliffe Brown fut bien plus un théoricien qu'un chercheur de terrain, bien qu'il l'ait été à l'occasion, et que son apport comme enquêteur ne soit pas aussi négligeable qu'on l'affirme aujourd'hui. L'association de ces deux noms est cependant légitime, car chacun à sa manière a contribué au lancement de ce qu'on a appelé l'anthropologie fonctionnaliste et la théorie fonctionnaliste dans son acceptation la plus générale. Mais là encore, on note une différence profonde entre ces deux hommes, car en la matière, Radcliffe Brown s'est montré bien plus résolument sociologique que Malinowski, qui fut toujours attiré par la psychologie et la psychanalyse. Radcliffe Brown fut l'un de ceux qui, au début du XXe siècle, mit un terme aux errements des différents courants anthropologiques de la fin du XIXe siècle. Il rejeta l'évolutionnisme, qui échouait à prouver le développement linéaire des sociétés humaines. Il rejeta en même temps l'historicisme et le diffusionnisme, qui, en Grande-Bretagne, avaient connu leurs formes les plus aberrantes, avec Elliott Smith, Perry et même Rivers. Radcliffe Brown montra aussi que les explications anthropologiques fondées sur la psychologie étaient peu solides. Cette triple opposition systématique de Radcliffe Brown à l'histoire, à la psychologie et au diffusionnisme s'est atténuée avec les années. À la fin de sa vie, il admit que l'histoire pouvait avoir une grande utilité pour la compréhension des institutions, à condition que les preuves apportées soient solides. Il convainc ainsi aussi du fait que le problème de l'individu dans la société concernait aussi l'anthropologue. Il reconnut aussi qu'une société était capable d'en influencer une autre et de provoquer en elle des changements. C'est donc avec l'ambition d'en finir avec les hypothèses non vérifiées que Radcliffe Brown entreprit d'élaborer une nouvelle théorie en sciences sociales. Le modèle qu'il choisit fut celui des sciences naturelles, alors en plein développement en Grande-Bretagne. Par ailleurs, il ne cacha jamais la dette qu'il avait contractée à l'égard de Montesquieu, de Comte, de Spencer et de Durkheim. Ces études théoriques sont rassemblées dans structure et fonction de la société primitive. Selon ses propres termes, sa théorie peut être exposée au moyen des trois concepts fondamentaux logiquement liés de processus, structure et fonction. Fonder une théorie de l'anthropologie sociale, c'est élaborer un ensemble de concepts analytiques liés entre eux par des rapports logiques et qui rendent compte de la réalité concrète. Cette dernière coïncide avec le processus de la vie sociale d'une région déterminée du globe. Processus qui résulte d'une multitude d'actions et d'interactions d'êtres humains agissant individuellement ou en groupe, d'où se dégagent des régularités qui permettent à l'observateur de décrire les traits généraux de la vie sociale de la région considérée. L'anthropologie sociale a pour tâche d'élaborer la théorie comparative de ces formes de vie sociale chez les primitifs. Enfin, étant donné que ces formes se modifient avec le temps, elles relèvent à la fois d'une description synchronique et d'une description diachronique.
Le processus de la vie sociale est un système adaptatif qui se manifeste sous les trois aspects de l'adaptation écologique, institutionnelle et culturelle. Les traits de la vie sociale sont les uns avec les autres en connexion systématique et forment donc un système social qui dépend de l'analyse statique. Ce postulat a pour corollaire que si un ou plusieurs traits du système se modifient, tout le système se modifiera. L'étude de ces changements fait alors partie de la dynamique sociale. Radcliffe-Brown emprunte à Spencer sa définition de la structure comme disposition ordonnée de parties ou d'éléments qui composent un tout. La structure sociale est un arrangement de personnes ayant entre elles des relations institutionnellement contrôlées ou définies. S'il s'agit du système des positions sociales dans une société, on parle de structure sociale au sens strict. S'il s'agit du système des rôles que jouent les individus, on emploie l'expression d'organisation sociale. Radcliffe-Brown distingue encore la structure concrète directement observable et la forme structurelle sous-jacente, qui est plus stable, plus permanente que la première. La notion de fonction est dérivée, elle aussi, de l'organicisme spencerien et des travaux de Durkheim. En sociologie et en anthropologie, le mot fonction désigne la relation qui existe entre la structure sociale et le processus de vie sociale. La fonction d'une institution sociale, c'est la correspondance qui existe entre cette institution et les conditions sociales indispensables à l'existence de l'organisme social. Je cite, « La fonction d'un usage social donné consiste dans la contribution qu'il apporte à la vie sociale totale, c'est-à-dire au fonctionnement du système social total. » Fin de citation. En définitive, les institutions fonctionnent au sein d'une structure sociale constituée d'individus qui sont reliés par un ensemble défini de relations sociales à l'intérieur d'un tout intégré. Le processus de la vie sociale maintient la continuité de la structure, si bien que la vie sociale d'une communauté consiste en le fonctionnement de sa structure. Ainsi conçu, un système social possède une unité fonctionnelle. On n'a pas affaire à un assemblage d'éléments, mais à un ensemble intégré à un organisme. De ce fait, tel élément d'une société ne peut être étudié sans référence à la société tout entière. L'anthropologue n'a donc plus le droit de recourir à des descriptions fragmentaires extraites de relations de voyage ou de rapports administratifs, mais il doit recueillir son matériel lui-même et de façon systématique ou n'accorder de valeur qu'aux ouvrages de spécialistes ayant procédé de la même manière. Dans le domaine de la comparaison, qui, selon Radcliffe-Brown, est l'objectif majeur de toute entreprise scientifique, l'approche fonctionnaliste rejette tout ce qui ressemble à des comparaisons de coutume et ne tient pour scientifiquement fondée que la comparaison de systèmes de relations. Radcliffe-Brown ne s'est pas contenté d'élaborer une théorie, mais s'est efforcé de la mettre en œuvre pour éclaircir les grands problèmes qui agitaient le monde anthropologique. C'est ainsi qu'en de nombreux articles, il étudia la fonction du totémisme, du droit primitif et tout particulièrement la structure et la fonction des systèmes de parenté. De même, il contribua puissamment à l'élaboration de la théorie de la parenté dite de la filiation, qui insiste principalement sur la constitution et la structure des groupes sociaux se recrutant
par les liens de consanguinité, théorie à laquelle s'oppose celle de l'alliance. Les critiques furent nombreuses. Les structuralistes avec Claude Lévi-Strauss reprochent à Radcliffe Brown d'avoir confondu structure sociale et relations sociales. Pour eux, la structure sociale n'est ni un agencement des relations sociales, ni un ensemble de groupes, mais un modèle théorique construit par le chercheur et réductible à la limite à une formule mathématique. Par conséquent, la fonction de la structure ne serait pas de décrire, mais de rendre intelligibles les faits observés. Voici encore quelques questions. Répondez s'il vous plaît à ces questions en revenant, si nécessaire, au cours comme je l'ai présenté jusqu'à là. Quelle est la contribution majeure de Radcliffe Brown à l'anthropologie britannique? Les traits de la vie sociale sont en connexion systématiques et forment un système social révélé par l'analyse de statique. Quels sont les terrains de l'ethnologue? Les îles Andaman et l'Australie occidentale. Citez une œuvre majeure. Structure and Function in Primitive Society. Référence bibliographique, Robert de Liège, Une histoire de l'anthropologie, école, auteur, théorie, édition du Seuil, Paris 2013. Mounder Kilani, Anthropologie, Paris 2012.